On va parler de ce premier grand meeting de campagne. Ça y est, enfin, il est lancé, Édouard Philippe. 5200 personnes à l'Accor Arena à Paris. Tout n'est pas perdu pour peu qu'on dise la vérité et qu'on tienne enfin ce qu'on promet. A lancé le candidat à la présidentielle. Bonsoir Arnaud Péricard. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du parti Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye. Vous étiez donc parmi les 5200 personnes à Paris. Vous l'avez trouvé comment, votre poulain? Bien. Combatif, je l'ai trouvé combatif, déterminé, souriant, dynamique. Alors évidemment, vous allez dire que je ne suis pas complètement objectif dans les adjectifs que j'utilise, mais je l'ai trouvé un peu changé, un peu transformé. Changé comment? Je l'ai trouvé avec une énergie qui faisait plaisir à voir, avec de l'allant, avec du charisme et une envie d'emmener ses troupes vers la victoire. Et j'ai trouvé ça plutôt non pas intéressant, mais en tout cas très, très réjouissant. Alors je le disais, cette phrase, tout n'est pas perdu pour peu qu'on dise la vérité et qu'on tienne enfin ce qu'on promet. Ça sonne comme un mea culpa. Il s'inclut dans ceux qui étaient au pouvoir et qui n'ont pas tenu leurs promesses, justement, vous pensez? Bon, je crois qu'il l'a été. Il l'a été au pouvoir, il l'a dit, il l'a reconnu, il n'en a pas honte, au contraire. Il a dit qu'il avait fait des erreurs. Il l'a redit aujourd'hui. Il l'avait dit lors de notre grande réunion d'appartement que nous avions organisée le 25 juin dernier. Il avait été questionné sur cette question des 80 km/h. Il avait été questionné également sur la gestion de la crise pandémique. Il en est revenu également aujourd'hui apporter quelques précisions. Je pense qu'il faut avoir le mérite de dire que Édouard Philippe, quand il ne sait pas, il le dit. Quand il ne fait peut-être pas les choses aussi bien qu'on aimerait qu'il le fasse, il le dit également. Et il faut aussi lui reconnaître du mérite et des crédits quand il fait bien un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que je parle sous le contrôle de Jules Torres, qui suit avec attention l'actualité politique. Il y a eu 1h30 de diagnostic, c'est vrai, assez précis. On peut difficilement ne pas être d'accord avec l'état qu'a dépeint Édouard Philippe de la France, mais c'est toujours la même chose. Les Français, j'imagine, qui nous écoutent, ont besoin, eux, de solutions. Alors on attend encore le programme précis. Est-ce qu'il est prêt? Quand est-ce qu'il va être révélé au grand public? Alors écoutez, pour éveiller votre curiosité, moi je vous engage à aller sur edouardphilippe.fr et vous aurez déjà les premiers éléments du programme. Mais bien sûr, j'ai quelques frustrations encore. Ah ben, tant mieux, ça veut dire qu'il y a au moins de l'intérêt. Ça veut dire qu'il y a un désir. De votre part. C'est un bon point de départ. Je vous promets qu'on va alimenter votre curiosité tout au long de cette campagne. Mais non, on a dit des choses. On a déjà dit des choses depuis plus d'un an. On a redit des choses ce soir. Il l'a dit. Je pense que le message sur l'école publique ce soir est un message, je pense, fondateur et essentiel si on veut comprendre la pensée politique d'Édouard Philippe et ce qu'il veut proposer aux Français. La restauration de l'autorité de l'État, la manière dont il l'envisage, remettre de l'ordre dans nos comptes, dans la rue, à nos frontières. Mais nos frontières, je rappelle que quand il s'est agi de dénoncer un accord qui nous lie avec l'Algérie, nous avons été le premier à le faire. On a déjà des choses qui sont massives dans notre programme. Alors Arnaud Péricard, vous dites qu'il a redit des choses, mais parfois il les a redit avec presque moins de précision qu'il ne les a dites auparavant. Par exemple, tout le monde a l'oreille bien tendue quand il s'agit des retraites. Alors on a compris qu'il faudra travailler plus longtemps, les cadres, les employés, secteur public et secteur privé. Il ne s'en était pas caché. D'ailleurs, ça avait accroché beaucoup d'oreilles un peu mécontentes d'entendre Édouard Philippe nous parler de travailler jusqu'à 65, 66, 67 ans. Pourquoi n'a-t-il pas avancé un chiffre plus précis? Parce que je crois que c'est pas encore le premier meeting de campagne, c'est peut-être pas le moment où on doit égrener de manière peut-être presque scientifique ou technique ou précise l'ensemble des dispositions. Vous pouvez pas en tout cas faire un mauvais procès à Édouard Philippe qui est celui de ne pas avoir posé la question des retraites et de l'âge légal du départ à la retraite dans le champ politique et dans le champ de cette élection présidentielle. Là où peut-être les autres candidats font part d'un petit peu plus de mystère, c'est un peu plus évanescent. Ce que éventuellement on aimerait entendre de la part des autres candidats. On sait aussi que c'est un point de crispation pour les Français, ce qu'il ne faudrait pas une bonne fois pour toutes avoir le courage d'annoncer la couleur. Toujours travaillé, qu'on a toujours évoqué. On ne s'est jamais réfugié derrière un paravent, derrière une feuille de vigne. On l'a toujours évoqué. Ça sera au cœur de cette campagne, parce qu'il y a je pense qu'il y a peut-être deux mots importants, si vous voulez définir un petit peu cette pensée politique d'Édouard Philippe. Il y a la lucidité du constat, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et il y a l'espoir. L'espoir que notre pays peut se redresser et peut retrouver un petit peu d'allant, comme ça a été le cas il y a bien longtemps.
Jules Torres. Non, c'est vrai que si on devait faire une synthèse, ce meeting, il est plutôt réussi dans le sens où Édouard Philippe a fait 1h30. D'abord, visuellement, sur la forme, c'était plutôt réussi, je trouve. Il a pris tous les codes modernes, si je puis dire, de la communication politique. Et même un tambour un peu un tambour persistant. un petit peu bruyant au début, c'est vrai. Et surtout, il a balayé quand même quasiment tous les thèmes de l'actualité et tous les thèmes qui feront la campagne présidentielle. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, il ne peut pas arriver et dire voilà mon programme, parce qu'on sait qu'une campagne présidentielle, il y a des thématiques, c'est un mois après l'autre, donc évidemment que ça arrivera. Est-ce que vous pensez, Arnaud Péricard, que Édouard Philippe va arriver à se libérer de l'image de macroniste, de personne qui a gouverné, même s'il est plus Premier ministre depuis 2020, même si tous les gouvernements successifs ont eu 1, 2, 3, 4 ministres en raison. Est-ce que ça, vous n'avez pas l'impression qu'au bout de 10 ans d'Emmanuel Macron, les Français veulent une sorte de rupture? Est-ce que Édouard Philippe peut incarner cette rupture-là? D'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais prononcé le mot d'Emmanuel Macron pendant 1h30. Absolument. Je rajoute cette précision. Très Arnaud bonne précision. Péricard. Je pense que vous avez raison de rappeler qu'il n'est plus Premier ministre depuis 6 ans. Ça, je pense que c'est une des premières vérités. Vous auriez pu rappeler également qu'il a eu une trajectoire et une carrière politique bien avant d'être Premier ministre. Que le fait de devenir Premier ministre soit un accélérateur de particules dans la trajectoire politique d'Édouard Philippe, c'est une vérité. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il a été Premier ministre avec des résultats. Et moi, je crois qu'il faut au contraire mettre en avant ce qui a été fait. Je pense que la gestion de la crise pandémique a été un épisode douloureux pour tous les Français, mais il l'a géré du mieux qu'il le pouvait à l'époque, en ayant des choix difficiles à faire. La mise en place de cette politique de l'offre qui a produit ses résultats, le fait qu'on était quand même à moins de 3% du déficit public, on était à 2,7 quand il quitte Matignon, du fait qu'on ait une grande politique autour de l'apprentissage, en tout cas une maîtrise ou une stabilisation de la dette publique à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de ce bilan qui étaient positifs et qu'on peut remettre en avant. D'ailleurs, il le dit aujourd'hui, il dit « je veux renouer avec cette politique de l'offre » qui s'est arrêté en 2020 et qu'il avait mise en place et qu'il assume complètement de 2017 à 2020. Alors quand on écoute le discours et celui de Gabriel Attal, évidemment il y a des différences déjà de style, mais c'est vrai qu'il y a l'école qui est mise en avant également, vous l'avez souligné par Édouard Philippe, elle l'est également du côté de Gabriel Attal, même l'intelligence artificielle, il s'y est arrêté longuement. Qu'est-ce qui différencie vraiment les deux hommes, les deux candidats, selon vous? Alors moi, je n'ai pas écté le discours de Gabriel Attal, je suis désolé. Non, mais en substance, vous devez, j'imagine, connaître son programme. Le jour du grand meeting de Gabriel Attal, il y avait la finale de la Champions League. En étant maire de Saint-Germain, moi, je ne peux pas faire autre chose que de regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est une belle pirouette, mon cher Arnaud Péricard. La première des priorités. Après, ce qui est important dans le message politique d'aujourd'hui sur l'éducation, c'est le message adressé à l'école publique. L'école de la réussite, l'école de l'égalité des chances. Il l'a dit dans cette première partie qui était peut-être un petit peu plus intime, un petit peu plus personnel, l'attachement qu'est le sien à l'école publique, à qui il doit tout. Il a 2 parents qui sont enseignants, qui sont professeurs, et c'est une école qui lui a permis de faire les études qui ont été les siennes et d'accéder, il le dit, l'école de la République a permis à ma famille de passer de Docker du Havre au perron de l'Élysée. Je pense que peut-être pas chez Gabriel Attal, mais encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour parler du programme ou en tout cas des convictions de Gabriel. J'imagine, d'Édouard Philippe, vous devez un petit peu savoir répondre au fait que ce qui différencie, parce qu'ils sont peut-être sur le papier amis, mais ils sont quand même concurrents, il ne faut pas l'oublier. Il n'en restera qu'un, si j'ose dire, en tout cas. Des deux. En responsabilité, oui. En tout cas, c'est le vœu que nous formons le souhait. Il y a peut-être une différence qui est importante. Il a beaucoup rappelé aujourd'hui son rôle et sa mission en tant qu'élu local, en tant que maire du Havre. Et quand vous êtes élu local et quand vous êtes maire, que vous allez en conseil d'école, en conseil d'établissement, que vous voyez parfois que les directeurs d'école élémentaires, primaires, n'ont pas suffisamment de prérogatives. C'est juste un organisateur ou une organisatrice des temps scolaires, il faut donner davantage, je pense, de pouvoir, de prérogatives aux directeurs d'école. Il faut donner davantage, peut-être remettre davantage également l'élève au cœur du système éducatif, et puis la protection des enfants. Je pense que sur la protection des enfants, avec Gabriel Attal, je pense qu'il y a peut-être un dénominateur commun, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel il est assez en pointe. Michel Fayad, vous avez suivi le discours, vous avez eu le temps d'Édouard Philippe. Vous l'avez trouvé comment, ce candidat? Comme vous l'avez dit, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de commentaires, de constats, d'analyses, et pour le moment, peu de solutions, à part sur l'école, justement. En fait, c'est la seule chose que j'ai pu vraiment retenir de
de propositions. Je comprends bien qu'il va faire d'autres propositions bientôt, mais je pense que les Français attendent plus et rapidement. Parce que sinon, comme disait Jules, les Français ont comme idée que, voilà, Édouard Philippe, vous avez parlé des bonnes choses, mais les Français retiennent aussi les mauvaises choses, la hausse de la dette, l'inflation, les mauvaises choses du Covid. Les gens ne voient pas que le côté positif, ils voient aussi le côté négatif. La hausse de la dette, c'est pas Édouard Philippe. Hein. Si, c'est tout le mandat d'Emmanuel Macron. D'accord, mais c'est tout quand le mandat vous êtes Premier d'Emmanuel ministre, Macron. vous prenez le bilan de vos 3 années d'exercice. La hausse de la dette, c'est post-Covid. Non, mais la hausse de la dette, elle s'est parti poursuivie durant tout le en juin mandat. 2020. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Y Mais compris ça, sous on Édouard le Philippe. dénonce. Non, pas sous Édouard Philippe. Il y a une stabilisation de la dette publique. Ça, vous pourrez regarder les chiffres. Non, ça, je les ai regardés. Ils ont augmenté chaque année. Il faut peut-être les relire un petit peu, là, en ce dimanche en fin de journée. Mais en tout cas, vous pourrez regarder. Mais le reste du bilan sur la dette publique, je ne vais pas vous contredire. On le partage, on le dénonce et on le critique. Et ça fait partie. Quand on dit qu'il faut remettre de l'ordre dans les comptes publics, ça en fait partie. C'est la règle d'or, d'ailleurs, quand on dit qu'il faut inscrire une règle d'or dans la Constitution, justement pour se protéger, comme les collectivités, on a une règle d'or. On n'a pas le droit de voter un budget en déficit. Pourquoi l'État ne le ferait pas ? Absolument. Arnaud Péricard, autre question, évidemment, elle était dans toutes les têtes, j'imagine aussi des militants d'Horizon aujourd'hui. Marine Le Pen, dans 2 jours, elle sera fixée sur son sort. Pour vous, chez Horizon, et pour Édouard Philippe en particulier, ça va être majeur. Il se murmure. J'ai lu ça dans un excellent article du JDD, n'est-ce pas ? Suivez mon regard à ma droite. Le socle commun aurait comme préférence plutôt d'affronter, si toutefois il y avait un second tour entre, par exemple, Édouard Philippe et le RN, préférerait affronter Jordan Bardella et un peu moins Marine Le Pen. Alors, si je peux vous allez me permettre dire non, mais est-ce qu'en secret, vous espérez qu'elle soit inéligible, Marine Le Pen ? Bon, je n'ai pas de secret pour vos auditeurs, mais je vais d'abord dire une petite rectification. Je pense, sans trop me tromper, que les personnes qui étaient présentes au meeting d'aujourd'hui n'étaient pas obnubilées par le sort judiciaire et la primaire judiciaire du Rassemblement national mardi. Parce que je pense que les gens, ils étaient venus pour autre chose. D'ailleurs, ce qui était intéressant, parce que vous parlez des militants, 50% des gens qui étaient inscrits, on a eu plus de 7500 personnes inscrites pour ce meeting, la moitié n'étaient pas encartées. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas que des gens, il y a des gens aussi qui venaient découvrir. Après, moi, honnêtement, on n'a pas de préférence. On verra ce qui se passera mardi. On verra, en fonction de l'issue judiciaire, ce que le Rassemblement national décidera pour savoir lequel des deux. Aujourd'hui, ils font campagne à 2. Les choses vont se clarifier un petit peu mardi. Moi, je n'ai pas de préférence. Est-ce que vous pensez qu'il est légitime que Marine Le Pen puisse se présenter à la présidentielle ? Je n'ai pas d'avis à faire sur une décision de justice. Je connais ce dossier-là. Il s'avère que je le connais. Pour d'autres raisons. Je le connais, je l'ai lu, j'ai lu les commentaires qu'on en a fait. Si j'ai un commentaire à faire, je suis avocat, j'ai rarement commenté des décisions de justice. On le fera peut-être. Voilà, si on est amené à répondre à des questions, mais je réponds. Je connais bien Rodolphe Boslu, qui est également l'avocat de Marine Le Pen, qui a été mon associé pendant 10 ans. Donc c'est pour vous dire que je connais un petit peu ce sujet-là. Donc je n'ai pas de commentaire particulièrement. C'est intéressant parce que vous êtes avocat. Est-ce que vous ne trouvez pas vertigineux à quel point ces 3 juges ont une décision majeure entre leurs mains ? Ce que je ne trouve pas normal, c'est que le Parlement, en son temps, et décider l'automaticité de l'inéligibilité, voilà, parce que M. Cahuzac a fait et a été d'ailleurs reconnu coupable de ce qu'il a fait à ce moment-là et que le président Hollande a surréagi. Et je pense que faire des lois de surréaction à des faits divers, à des agissements aussi condamnables soient-ils, ce n'est pas une bonne manière de légiférer. Et je pense qu'aujourd'hui, chaque décision de justice, mais qu'elle s'impose dans votre vie personnelle ou privée, un maire, demain, il peut être mis en examen parce que quelqu'un n'a pas trouvé le défibrillateur sur le terrain de football. Il peut se passer plein de choses. Et il pourrait, par les conséquences d'une condamnation qui n'a rien à voir, être inéligible, y compris dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Je pense qu'on est allé trop loin dans cette judiciarisation politique. Donc, moi, je n'ai pas de choix. On n'a pas de choix. On connaît Marine Le Pen. On sait, pour emprunter la métaphore rugbystique, on pourrait dire qu'elle est solide sur ses appuis. On sait, on connaît son canevas de pensée politique. Bardella, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas très bien. Voilà. Donc, on apprendra à le découvrir si c'est lui et à le combattre. Michel Fayad, rapidement. Et sur l'inéligibilité de Robert Ménard, vous en pensez quoi ? Je suis choqué. Je suis choqué, comme beaucoup d'élus. Je veux dire, on nous demande d'être des supplétifs. On est officier de police judiciaire sur nos territoires. On essaye de le faire le mieux possible. Et honnêtement, on le fait dans un esprit de
coopération et de coproduction de sécurité publique avec la police nationale, avec la gendarmerie, qui, je trouve, depuis 4-5 ans, s'est fortement améliorée et c'est efficace et c'est pour le bien de nos concitoyens, essentiellement. Ce qui se passe pour Robert est, je trouve, scandaleux. Un OQTF n'aurait pas le droit de se marier. Et il a d'ailleurs... je veux dire, qui peut comprendre ça aujourd'hui? Il y a Robert Ménard et puis il y en a d'autres justement, qui ont pris cette décision. Emmanuel Macron avait parlé de situation ubuesque, je m'en souviens, mais dans ce cas-là, rien n'a changé depuis. Rien n'a changé depuis. Merci beaucoup Arnaud Péricard, porte-parole du Parti Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1. On se retrouve dans quelques instants avec Michel Fayad et Jules Torel.